Bonjour à tous. Donc moi c'est Jean-Laurent de Morlon, je suis un employé de Docker sur la France. Docker aujourd'hui c'est 250 personnes. En Europe on est on va dire une dizaine sur Paris, une vingtaine sur le fuseau horaire européen. Et j'ai la lourde tâche de vous raconter ce qui s'est passé à Seattle il y a quelques jours. Je vous rappelle que Seattle c'était donc la DockerCon, c'était la semaine dernière et que comme vous le savez tous, il y a près de 9 heures de décalage horaire. Donc là, pour moi, il est à peu près minuit, 1 heure du matin. D'accord ? Donc restez avec moi, si je m'endors au milieu, voilà. Donc Seattle, plus de 4000 personnes à la conférence. Docker organise une conférence chaque année où on essaye de caler dessus un certain nombre d'annonces et de sorties de produits. Et donc je vais essayer de vous dérouler ça rapidement en une demi-heure sur l'ensemble des produits qu'on a pu sortir à cette occasion. Donc d'abord ce que fait Docker. Docker, on est une entreprise qui faisons des outils et donc on cherche pas on n'est pas une entreprise qui changeons le monde au sens directement, puisqu'on ne cherche pas à vous permettre de vous déplacer d'un point à un autre, de mieux naviguer, de vendre plus rapidement, tout ça, ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on on est passionné sur les outils, et ce qu'on cherche à faire, c'est à vous faire des outils qui vous permettent, à vous, de pouvoir justement changer le monde. Essentiellement, c'est notre passion, c'est ce qu'on fait, et donc en général, on parle des outils d'innovation de masse, ce qui est notre but à nous chez Docker. Alors d'abord, Docker. Qui se sert de Docker? Donc Pablo n'a pas donné de chiffres tout à l'heure. Moi, je vais oser en donner quelques-uns. Donc ça, ce sont une partie des slides et des chiffres qui sont repris des différentes keynotes de la DockerCon. Et donc, alors, il y a plusieurs sondages, hein, comme vous savez. Si on demande à différents types de populations, vous allez avoir des chiffres différents. Donc moi, c'est mes chiffres. Et donc, sur un certain nombre de surveys, on peut voir qu'on est à peu près 60% des gens qui utilisent Docker en production. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir Docker en production? C'est avoir au moins un conteneur qui tourne en prod. Donc ça peut être effectivement une petite appli dans un coin jusqu'à tout un cluster qui tourne. Ce qui est clair, c'est que Docker est très jeune, hein. Le projet a uniquement 3 ans. Donc être déjà présent sur 60% des entreprises aujourd'hui, ou peu ou prou, c'est déjà sympa, c'est déjà pas mal. Si vous regardez un petit peu les types d'entreprises qui ont déployé des conteneurs, on a pas mal de gens. Je vous avoue que moi, avant de joindre Docker, j'étais assez persuadé que les gens qui faisaient du Docker, c'était des startups ou des gars qui faisaient des démos dans des conférences. Il se trouve que c'est un peu plus large que ça. Vous allez retrouver sur cette image un certain nombre d'entreprises qui font voler des avions, faire tourner des centrales nucléaires, qui sont pour la plupart des grandes institutions financières. Et donc Docker aujourd'hui est disponible dans beaucoup d'entreprises sur des marchés qui sont beaucoup plus vastes que simplement le POC que vous allez pouvoir voir ici ou là. Donc à nous de la lourde tâche de faire en sorte que tous ces systèmes fonctionnent. Et donc on apprend aussi beaucoup, hein, l'entreprise est assez jeune, et donc on apprend beaucoup de l'ensemble de ces résultats. Vous voyez aussi qu'il y a des entreprises de type de la santé aussi qui sont ici, donc ce sont des choses sur lesquelles on travaille activement. Docker en entreprise, c'est aussi parfois des contraintes. Si vous êtes dans des grosses entreprises, vous avez souvent des systèmes d'exploitation qui sont, on va dire, limités. Par exemple, je sais pas, il y a des entreprises sur lesquelles vous allez mettre que du Red Hat, d'autres que du Ubuntu ou d'autres types d'OS de ce style-là. Et donc du coup, en entreprise, aujourd'hui, si vous utilisez par exemple le Hub Docker, donc qui vous permet d'avoir n'importe quel type de système d'exploitation directement, vous pouvez assez rapidement, sans aucun contrôle, faire tourner n'importe quel système d'exploitation, y compris ceux auxquels vous n'êtes pas censé être autorisé. D'accord ? Et donc, Docker essaye de répondre à ça avec un produit qui s'appelle Docker Data Center. Docker Data Center, c'est en fait toute la brique des outils Docker open source, plus 2 produits qui sont au centre. Donc, un premier qui s'appelle Docker, avec un nom assez compliqué, je ne sais pas qui a trouvé le nom, mais il faudra qu'on en reparle. Docker Universal Control Plane et la Docker Trusted Registry. Donc ces 2 outils-là vous permettent en entreprise de pouvoir faire du Docker de manière super sécurisée. Donc le premier, Docker Universal Control Plane, vous permet notamment de vous connecter à un LDAP et d'avoir une liste des utilisateurs.
qui peuvent éventuellement lancer des conteneurs. Vous pouvez créer des équipes, des teams qui peuvent lancer tel ou tel type de système et qui peuvent plus ou moins déployer à tel ou tel endroit. Vous pouvez avoir effectivement tous les conteneurs qui tournent à un instant donné, ce genre de choses. Et la Docker Trusted Registry va vous permettre d'avoir une limitation sur le nombre d'images que vous pouvez déployer au sein de l'entreprise. Par exemple, le gars qui essaye de faire du Ruby avec du Ubuntu alors que vous avez décidé de faire que du Node sur Red Hat, eh bien, vous allez pouvoir l'en empêcher. Et vous avez tout un système de signature aussi qui vous permettent de dire, par exemple, que lorsque QA récupère une image Docker à déployer en production, elle signe numériquement une image et vous pourrez faire en sorte que vos plateformes de production ne déploient pas des images si elles n'ont pas été signées par QA. Donc, par exemple, le dev qui a décidé de rajouter un truc au dernier moment et qui pousse son image vite fait, ce genre de choses, on peut le limiter. Donc l'ensemble de ces produits, Docker Data Center, c'est l'ensemble des produits qui viennent aussi avec du support chez Docker. Et donc c'est un peu la partie sur laquelle effectivement Docker aujourd'hui vend quelque chose, alors que Docker aujourd'hui est plutôt connu, en tout cas par sa réputation sur des produits open source et des produits qui sont entre guillemets gratuits. Et donc là vous avez une offre complète de production. Dans la Docker Trusted Registry, vous avez aussi la détection de vulnérabilité. Donc c'était une des démonstrations qui a été faite à la DockerCon. Donc notamment la DTR va régulièrement regarder les images qui sont à l'intérieur et vous signaler s'il y a des problèmes de sécurité dessus, qui sont connus, donc en regardant les bases de trous de sécurité. Et elle va vous permettre de vous le signaler, et donc du coup à vous de prendre à charge l'upgrade de l'image ou le fait de descendre ce produit, en tout cas de savoir ce qu'il y a à faire sur cette image-là en particulier, de manière automatisée. On a aussi un deal, et ça c'est assez important parce que c'est quelque chose que moi j'avais pas trop vu venir. On a un gros deal avec Hewlett Packard, qui est une entreprise qui est particulièrement bien implantée dans les entreprises. Et notamment, aujourd'hui, tous leurs serveurs ship avec ce qu'on appelle la version commerciale de l'engine, ce qu'on appelle en interne la CS, donc la Commercially Supported. Donc aujourd'hui, Docker release à peu près tous les 2 mois une nouvelle version. Pour la plupart des entreprises de ce monde, une version tous les 2 mois, c'est beaucoup trop. Et donc, on a une branche spécifique de l'engine dont on s'occupe, qu'on maintient en backportant tous les patchs de sécurité et qu'on maintient donc un certain nombre d'années. Et donc HP, eux, distribue cette version-là avec l'ensemble de leurs serveurs. Et notamment aussi, ils déploient aussi Docker Data Center pour les entreprises. Donc voilà pour la partie entreprise. On a sorti aussi un produit qui est en bêta privée qui s'appelle le Docker Store. Donc je vous invite à aller regarder. C'est une façon assez simple de régler la problématique de dire je voudrais récupérer une image Ubuntu de Ubuntu et pas une image Ubuntu de quelqu'un d'autre. Et donc aujourd'hui, on travaille avec tout un tas de partenaires pour faire en sorte que sur ce store, vous puissiez trouver des images et ou des applications qui sont directement produites par les éditeurs. Donc c'est un produit qui est en bêta privée, donc c'est très récent. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez demander à être enregistré là-dessus. L'idée, c'est que l'ensemble des acteurs du marché aujourd'hui puissent proposer des images avec leurs produits à l'intérieur, que vous puissiez les retrouver. Vous avez là-dessus beaucoup des produits que vous allez retrouver naturellement, bien sûr avec un moteur de recherche qui permet de les retrouver, les versions, et ce genre de choses. Ensuite, ça c'est plus la partie qui, moi, me concerne directement. Dans l'équipe de Paris, on va s'occuper du produit dont je vais vous parler maintenant. On travaille, nous, plus... donc je vous ai parlé de l'entreprise, mais je vous parlais plus des développeurs au sens large. Ce qu'on essaye de faire dans cette équipe, c'est qu'on essaye de faire en sorte de faire de bons outils. Des bons outils, c'est des outils qui disparaissent un peu, enfin qui vous gênent pas quand vous en servez, hein, d'accord. Le marteau, vous l'avez, vous n'avez pas besoin de savoir comment il fonctionne, vous le savez de manière innée. On sait que l'expérience de Docker aujourd'hui pour les développeurs, elle est un petit peu compliquée. Vous avez besoin d'installer tout un tas de produits différents en fonction de votre plateforme. C'est parfois un peu difficile de le configurer. Et donc on essaye de faire des outils qui sont un peu plus orientés pour les développeurs, de telle manière à ce que l'adoption de Docker soit meilleure, mais aussi que l'expérience de développement avec Docker soit plus fluide. Et ben, voilà, j'ai perdu mes slides. Voilà, hop. Et donc du coup, je vais revenir, pardon. Et donc du coup, on a un produit qui s'appelle Docker for Mac et Docker for Windows, qui sont en gros l'expérience développeur la meilleure pour Mac et l'expérience développeur la meilleure pour Windows pour se servir de Docker sur ces deux plateformes.
Donc c'est des solutions beaucoup plus intégrées que ce que vous avez pu avoir avant. Donc, auparavant, vous aviez un produit qui s'appelait Docker Toolbox, qui vous permettait d'installer tout un tas de myriades de petits outils que vous deviez plus ou moins configurer vous-même. Et là, ici, avec ce genre de produit-là, vous avez une expérience développeur bien plus intéressante. Je vais essayer de vous faire une démo rapidement si j'ai le temps. Et donc, l'équipe qui fait ça, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Donc, c'est pas du tout une toute petite équipe dans un coin, c'est un vrai travail. Arriver à faire quelque chose de simple, il y en a beaucoup qui le savent, c'est super compliqué en fait, contrairement à ce qu'on pourrait naturellement penser. Et notamment, ça implique de mettre de côté et de régler tout un tas de problèmes de manière automatisée sur l'ensemble des deux plateformes. Sachant que bien sûr, quand vous développez pour un Mac et pour un Windows, vous avez bien sûr à peu près aucun code que vous pouvez reprendre d'une plateforme à l'autre, ce qui est formidable quand vous êtes sur ce projet. Donc voilà le produit. Alors c'était en bêta privée jusqu'à la DockerCon. Aujourd'hui c'est en bêta public. Vous allez pouvoir le récupérer vous-même. Je vais essayer de vous faire une démo si j'arrive à poser ça quelque part. Donc l'idée donc là j'ai un Mac, mais sur Windows l'expérience, mis à part l'installeur, est à peu près similaire. Donc vous avez un installeur assez simple finalement, où finalement vous prenez Docker puis vous le mettez dans l'application. Voilà, j'ai envie de le remplacer, oui monsieur. Ensuite vous ouvrez l'application et vous lancez Docker. Voilà. Et donc normalement, est-ce que je veux l'ouvrir? Oui, c'est ce que je voulais faire, merci. Vous avez une petite baleine en haut là qui va s'ouvrir et qui vous dit que je suis en train de démarrer. Vous pouvez ouvrir votre terminal. Donc voilà, Docker est prêt. Et donc là, vous pouvez runner directement une commande. Donc en l'occurrence, là, j'ai démarré un conteneur qui ouvre un port. Et donc petite subtilité. Donc j'ai démarré un conteneur sur le port 80 de ma machine. Et avant, il fallait toujours trouver l'adresse IP, ce genre de choses. Et là, maintenant, vous avez ça automatiquement. Donc, j'ai juste tapé localhost en haut et j'ai réussi à récupérer un conteneur qui tournait sur ma machine. Donc, on a réglé un gros problème qui était le problème du réseau, simplement. Avant, avec Docker Machine, vous étiez obligé de tout le temps de trouver l'IP et faire ce genre de choses. Là, on a mappé l'ensemble des ports de votre machine, enfin des conteneurs que vous pouvez tourner sur localhost, par exemple. Vous avez vu aussi le temps de démarrage. Il est de l'ordre de 5 secondes, normalement. Donc, c'est honnête pour une machine qui démarre. Donc j'arrête ce conteneur-là. L'autre problème qu'on a réglé, c'est un problème de volume. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Là, typiquement, je vais essayer de démarrer un conteneur qui ne fait pas grand-chose, sur lequel je vais mapper mon répertoire de source sur le répertoire data, et je vais demander de lister l'ensemble du répertoire data. Et donc je vois que j'ai, si je fais un ls du répertoire où je suis, donc c'est le même, j'ai les mêmes résultats de chaque côté. Donc ce qui se trouve, c'est qu'on a mappé l'ensemble des disques de votre machine directement dans les conteneurs, donc ils sont accessibles. Et donc on a réglé le problème à la fois du réseau et aussi le problème du disque. Et vous avez vu, j'ai rien configuré. J'ai juste démarré l'application. Voilà. D'ailleurs, les panneaux de configuration, il est ultra bête, il n'y a quasiment rien dedans. Vous avez le nombre de CPU, la RAM que vous voulez mettre, et puis 2-3 éléments si vous êtes derrière des réseaux un peu privés, un peu complexes. Juste ça marche. Voilà, c'était l'idée. Donc ça, c'était en bêta privée jusqu'à pas très longtemps. Une bêta privée chez Docker, c'est la front page de Hacker News pendant 24 heures et 70 000 personnes qui viennent vous demander pourquoi ça ne marche pas chez eux. Pour avoir fait pas mal de projets en prod jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment eu cette ambiance chaude et chaleureuse sur ce genre d'outil. Pour la petite histoire, cet outil a démarré... le développement de la version Mac a démarré en novembre l'année dernière, et pour la version Windows en février. Et sur Paris, on s'occupe essentiellement de la version Windows, et l'ensemble du reste de la team est une team qui est à Cambridge, qui sont des gens qui venaient en grosse partie d'une acquisition de Docker d'une société qui s'appelle Unikernel, et qui font notamment tout ce qui est hyperviseur sur ce produit-là. Donc sur Mac, l'hyperviseur est un hyperviseur qui est open source qui s'appelle HyperKit, qui est un fork de Xhive. Et sous Windows, on se sert de l'hyperviseur standard de Microsoft qui s'appelle Hyper-V. Autre type de produit, donc vous avez vu deux produits qui sont plutôt pour le développeur, je dirais en station locale. Vous allez vous permettre de tourner des conteneurs localement sur votre machine.
Deux autres produits qui sont eux en bêta privée, qui viennent juste de démarrer, qui s'appellent Docker pour Amazon et Docker pour Azure. Donc les deux, je ne vais pas vous faire une démonstration parce que ce serait un peu trop long, on n'a pas le temps, mais ces deux produits-là vous permettent d'utiliser Azure et AWS de manière native. Donc vous allez avoir retrouvé l'interface d'Azure ou l'interface d'AWS et pouvoir lancer des conteneurs facilement. Vous allez me dire, bah ouais, ce que vous avez juste fait une pauvre page web avec une template. Oui, alors c'est un peu plus que ça. Typiquement, si vous avez déjà fait de lancer des conteneurs sur Amazon, donc vous préparez vos security groups, vous êtes très content, vous lancez vos conteneurs. Et là, vous n'y accédez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles de firewall qu'il faut aller ouvrir. Et donc, à chaque fois que vous changez de port, il faut rouvrir la bonne règle de firewall. Donc, typiquement, dans le produit Docker pour AWS, ce qu'on fait, c'est qu'on va écouter tous les événements qui se passent au niveau Docker et ouvrir automatiquement les ports qui vont bien dans AWS pour vous. Donc, c'est ce genre de choses-là. Donc, c'est une intégration qui est vraiment faite pour que l'expérience développeur soit facile, tout en vous gardant les idiomes et l'intégration que vous avez l'habitude de la plateforme que vous utilisez. Donc que ce soit pour Mac, pour Windows, pour AWS ou pour Azure, on essaie vraiment de rester dans quelque chose qui est natif à chaque plateforme. Vous avez pu le voir notamment sur l'interface pour Docker for Mac, c'est une interface native Mac. Sur Windows, c'est aussi une interface native Windows. Donc c'est un outil qui est donc en bêta, vous avez l'adresse ici. Là-dessus, vous pouvez vous inscrire et si ça vous intéresse, vous venez me voir et j'ai des passe-droits pour vous bumper dans la liste des gens si vous le souhaitez. Voilà. Donc le user experience et l'entreprise, c'était deux des points forts de la DockerCon. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'orchestration. Donc l'orchestration, Pablo en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, hein, c'est la vraie vie. Une fois qu'on a fait démarrer un conteneur, qu'on est tout content, qu'on a sauté partout, à un moment donné, il faut en lancer plusieurs. Et puis, il faut qu'il reste en vie. S'il y en a un qui tombe, il faut le relancer. Parfois, il faut en lancer plusieurs du même, donc le scaler pour qu'il puisse remonter. Finalement, l'orchestration, si on reprend l'analogie, vous comptez tous le nombre de conteneurs. Quel là, il compte cela dans les conteneurs physiques du jeu de Pablo, c'est bon. L'analogie avec les conteneurs, c'est conteneurs physiques, j'entends. L'orchestration, ce serait un petit peu tout ce qui est les grues, les camions, les bateaux, qui font en sorte que votre application, elle part d'un endroit et qu'elle arrive à un autre. D'accord, on est bien au-delà de juste la gestion d'un conteneur en lui-même. Et donc, le but de l'orchestration, c'est de faire en sorte que votre application tourne sans interruption de service, de pouvoir updater, ce genre de choses. Donc Docker 1.12, donc c'est la version qui est sortie, enfin d'ailleurs qui n'est pas tout à fait sortie parce qu'on est en RC2, elle devrait sortir à peu près mi-juillet si on respecte le schedule. Docker 1.12 est une des très très grosses mises à jour de Docker, même si le bump de chiffres n'est que de 0.11 à 0.12, hein, ça ne traduit pas forcément l'ensemble de la richesse de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Avec 4 grands points qui sont les points que je vais vous montrer ici. Donc aujourd'hui, Docker 1.12 est disponible. Vous pouvez le récupérer soit en open source directement comme vous en avez l'habitude, ou si vous utilisez Docker for Mac, Docker for Windows, on l'a bundlé dedans. Voilà. Et on a aussi activé toutes les features expérimentales à l'intérieur. Docker for Mac et Docker for Windows sont encore des produits qui sont en bêta. Et donc vous avez la toute dernière version de Docker avec l'ensemble des features expérimentales. Donc si vous voulez faire joujou avec les toutes dernières choses de Docker, vous avez ça à l'intérieur. Donc une des fonctions principales qu'on a rajoutées, c'est ce qu'on appelle le swarm mode. Donc le swarm mode, finalement, c'est en quelques mots l'intégration d'une command line à part qui s'appelait swarm directement à l'intérieur de l'engine. Et donc vous allez pouvoir créer un certain nombre de nœuds, les faire se joindre les uns aux autres et lancer des conteneurs directement à l'intérieur. Vous avez cette fonction-là de manière totalement transparente de base. Ce qui est intéressant de noter, c'est que avec Swarm Mode, c'est que vous avez donc des nouvelles command lines qui sont complètement intégrées à l'API Docker. Et que si vous utilisez déjà d'autres types de logiciels d'orchestration, ça continue de fonctionner normalement. Il n'y a pas de souci par rapport à là, c'est juste un nouveau mode de fonctionnement complètement intégré à l'API Docker. L'un des points essentiels, c'est que jusqu'à présent, si vous avez déjà fait du swarm avant, il y a toujours un souci, c'est qu'avant de démarrer un swarm, il faut se dire qu'il faut préparer
J'ai essayé de trouver rapidement la traduction d'un Key Value Store, mais là, je n'ai pas réussi. Donc, avant de démarrer, il faut forcément que vous prépariez un Key Value Store qui vous permette de stocker un petit peu l'ensemble de tout ce qui va se passer dans votre swarm. Un des avantages du Swarm Mode, c'est que tout ça est géré pour vous de manière transparente. Vous n'avez plus besoin d'avoir ce single point of failure qui est le Key Value Store. Vous avez directement ça, les nœuds vont participer entre eux de manière distribuée à ce système-là. Le deuxième point, c'est le cryptographic node identity. Donc ça, c'est assez subtil. C'est quelque chose que vous n'allez pas du tout voir normalement. Vous allez avoir l'ensemble des nœuds qui ont une clé cryptographique et qui vont vous permettre donc du coup de tracer d'un point à l'autre l'ensemble des connexions. Il y a tout un tas de systèmes de sécurité assez complexes qui tournent derrière le rideau pour vous permettre d'avoir une sécurité avec de l'encryption point à point sur TLS. Du début à la fin, de la rotation de clés automatique, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas trop, mais qui vous permettent en fait d'avoir une sécurité maximale à l'intérieur de votre cluster. Notamment si vous êtes sur du public cloud, ce genre de choses, ça permet toujours d'être un peu plus sécure. Ensuite, c'est assez rigolo parce que depuis le début que moi je faisais du Docker, à chaque fois que je voulais lancer un microservice, il fallait que je run un container. C'est toujours un petit peu... Moi qui aime bien nommer les choses, c'était un peu compliqué. Et en fait, maintenant, vous avez une nouvelle API qui s'appelle l'API de service, qui est plutôt bien nommée, pour le coup, qui vous permet en fait de démarrer des services, les arrêter, et notamment avec une fonction qui est assez sympa si vous avez envie de regarder les démos qui sont passées à DockerCon du Rolling Updates. Donc notamment, vous pouvez dire, je sais pas, vous avez 50 nœuds dans 50 conteneurs qui tournent dans votre swarm et vous avez envie de les mettre à jour, vous pouvez en une seule commande lui dire tu mets les nœuds à jour 3 par 3 avec un timeout, une pause de 10 secondes par exemple entre chaque. Et petit à petit, votre cluster va migrer, tous ces services vont être migrés les uns après les autres sans arrêt. Vous avez des nouvelles commandes notamment de health check, donc qui vous permettent de vérifier l'état de votre service. Donc vous pouvez faire tourner des services qui vont monitorer ce système de health check et vous permettre de dire en quel état est votre conteneur. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Pouf. Essentiellement, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est l'API vraiment qui vous permet de travailler au niveau service plutôt qu'au niveau des conteneurs eux-mêmes. Et donc, vous avez une espèce d'abstraction supplémentaire entre votre conteneur lui-même et le nombre d'instances que vous en avez. Je vous invite à regarder ça. Je pense que c'est ce qui va devenir de base maintenant sur la plupart des projets Docker. C'est très récent, donc si vous n'avez pas eu encore l'occasion de regarder ça, je vous invite à le faire. Enfin, le dernier point, alors en général, moi j'étais sur le stand Docker à essayer d'aider les gens. C'est le nombre de questions que j'ai eues sur là-dessus était absolument délirant. Donc le built-in routing mesh, en fait, c'est assez simplement le fait d'avoir, en bon français, des load balancers devant l'ensemble de vos conteneurs de manière intégrée. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà plein de F5 et plein de load balancers. Ça marche quand même avec les anciens systèmes. On est compatible avec les systèmes existants, mais simplement vous avez une fonction de load balancing intégrée à partir de Discovery DNS sur l'ensemble des conteneurs qui sont à l'intérieur. Donc ça, si vous essayez un tout petit peu dans Swarm de faire ça, vous allez voir, c'est assez magique. Ça rend un peu obsolète tout ce qui était links et tous ces éléments-là que vous avez dont vous avez pu vous servir avant. Donc voilà essentiellement ce que c'est que cette Docker 1.12. Les grosses nouveautés, c'est le Swarm Mode intégré, avec notamment une expérience de Docker qui est ce qu'on appelle native, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule API pour faire à la fois de l'orchestration, lancer des conteneurs, manipuler des services. Ça marche sur n'importe quel type d'infrastructure, puisque si vous avez déjà des produits qui tournent, donc que ce soit des load balancers ou déjà des systèmes d'orchestration existants, on sera entièrement compatible, et on est encore entièrement compatible sur l'ensemble de ces éléments-là. Voilà, donc c'est vraiment une grosse mise à jour. On est en RC2, là je vous l'ai dit, la release pour mi-juillet, fin juillet au plus tard. Enfin, le dernier point, c'est assez rigolo parce qu'il y a aussi un autre point, c'est que... Oups, non, on n'est pas encore en question, merci. Très souvent, on nous dit c'est super les conteneurs, c'est génial, ouais, génial, Swarm, tout ça c'est super, ça fait un peu briller les yeux de tous les ops ou tous les techniciens. Mais ce dont on a vraiment besoin fondamentalement, c'est d'une application, on s'en fout un peu. Quand vous avez à peu près compris que finalement... un conteneur c'était un process finalement, et que vous avez compris que votre application avec plusieurs process et donc du coup vous allez avoir plusieurs conteneurs, assez rapidement vous avez besoin notamment de Docker Compose qui vous permet de lancer l'ensemble de vos conteneurs et donc de votre application finalement d'une seule traite.
Et donc, il y a un nouveau format de fichier qui s'appelle le DAB, qui permet en fait de, on va dire, rendre immutable une exécution de Docker Compose. Et donc, vous allez pouvoir décrire dans un seul fichier l'ensemble de votre applicatif, pouvoir distribuer ce petit fichier-là, qui est un petit fichier JSON, hein, c'est rien de techniquement extraordinaire à l'intérieur, mais qui va vous permettre ensuite d'exécuter votre Docker Compose sans avoir à rebuilder ou re-runner l'ensemble de vos conteneurs, de vos images. Donc ça, c'est en fonction expérimentale. Donc vous l'avez dans Docker for Mac et Docker for Windows. Ce n'est pas encore dans la build principale de l'engine. A priori, ce sera... Enfin, quand c'est expérimental comme ça, on n'est pas complètement sûr à 100% de le livrer dans le produit final, dans la 1.12. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Si ça vous intéresse de contribuer là-dessus, je pense que c'est le bon moment. C'est un point important pour Docker d'arriver à finaliser ce format de fichier de telle manière à ce qu'on ait un format d'échange d'applicatifs et non plus juste de conteneurs entre les gens. J'en ai fini. Il nous reste 4 minutes pour les questions et je vous écoute. Bien, je passe la main. Je ne sais pas trop si on avait prévu des questions ou pas, en fait. Oui, il y a une question là-bas. Une question courte, Docker et OpenStack. Pardon? Bonjour, Docker et OpenStack. Vous parlez d'Azure, Amazon? Eh bien, OpenStack peut-être un jour, oui. Aujourd'hui, ça a démarré avec AWS et Azure. Ce sont des projets qui ont démarré assez tard dans le cycle de la release. Donc aujourd'hui, typiquement, ils sont en bêta privée. C'est pour une bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas encore complètement secs. On s'expérimente un petit peu avec ces produits-là avant de passer à d'autres. Il n'y a pas de raison qu'on n'ouvre pas ça à d'autres. Je ne suis pas au courant de plans spécifiquement sur OpenStack, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Au niveau de Docker for Mac et Docker for Windows, ça marche. Il y a des choses qui ne sont pas encore identiques, on va dire, à la version Linux. Est-ce que vous pensez que ce sera un jour de manière magique tout identique ou il y a des choses qui ne seront pas possibles de faire de la même manière sur les autres OS? Je pense notamment par exemple au networking host qui ne marche pas sur macOS. Tu penses notamment à, pardon? Au networking host qui ne marche pas sur macOS. Ouais. Je sais pas, ça c'est par exemple un problème qui paraît difficile à résoudre. Oui, bah c'est sûr qu'on ne pourra jamais faire tourner un conteneur Linux sur un Mac de manière aussi native que sur un Linux. Donc il y aura forcément toujours cette couche d'hyperviseur qui va être au milieu, qui va nous embêter un petit peu. Après, c'est sûr, le produit est en bêta aujourd'hui encore, et il va l'être encore un petit moment. Voilà, on va encore bosser dessus, et on a déjà fait pas mal de magie. On va essayer de faire encore plus de magie dans ces produits-là. Bon, oui. Ouais, si. Il nous reste 2 minutes. Les fonctionnalités de la 1.12 au niveau API Service sont-elles au niveau, pardon concernant la version 1.12. Ouais. Donc vous avez décrit le service API. Ouais. Je voulais savoir si c'était disponible sous Mac. Oui, bien sûr, vous l'avez tout de suite là. Si vous téléchargez la bêta, vous l'avez maintenant là, le service API. C'est d'ailleurs un bon moyen de. Pour nous, c'est très facile. C'est un bon moyen de pousser nos nouveautés et d'avoir du feedback dessus. Encore une fois, on est en RC2, donc si vous trouvez des bugs, on est ravis de les avoir. Et c'est vrai que Docker for Mac et Docker for Windows sont des bons outils pour nous remonter ces trucs-là. Donc ouais, vous les avez. Aujourd'hui, nous, on pousse un petit peu de manière assez agressive ces produits, même en RC pour l'instant. Merci. Pour la suite de la conférence, on va passer à Alexis Moshin-Poshkin de chez Google Cloud Platform, s'il vous plaît.